Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre M. Pierre-Luc Arsenault qui discute avec nous de l'activité Grand nettoyage des berges qui a eu lieu le 30 septembre dernier. Bien, l'objectif derrière tout ça, c'est de sensibiliser les gens à la quantité de plastique ou de déchets de tout genre qu'on peut retrouver sur les rivages. On rencontre en entrevue Mme Marie-Nicolas de Ferrer qui a lancé un conte pour enfants pour la période des fêtes. C'est une poésie enfantine avec des rimes en on. Ils ont été conçus pour les enfants, donc petits, légers. La capsule Foot Bassin avec M. Roger Clavet. On est porté un peu par le succès de ce nouveau journal qui s'appelle le Foot Bassin, dont les gens ont sans doute déjà entendu parler. Puis il y en a déjà qui l'ont parcouru d'un bout à l'autre. Alors, on est heureux, c'est pour ça que ça nous donne des ailes, comme un Foot Bassin. Et la capsule Divertissement avec Jocelyne Couvier. Ça ne serait pas logique que certains corps humains ont besoin de 3 heures et d'autres 9 heures. Donc, ceux qui dorment moins que ça ne performent pas à leur pleine capacité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. En début d'émission cette semaine, nous rencontrons une personne pour qui la protection de l'environnement est une valeur importante. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Pierre-Luc Arsenault, enseignant au Centre d'éducation aux adultes, la RAMIL, au niveau de la commission scolaire René Lévesque, bien sûr. Tout d'abord, bonsoir, M. Pierre-Luc. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous-même? Extrêmement bien. La raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques semaines, pour ne pas dire la date exacte, le 30 septembre dernier, il y a eu un grand nettoyage des berges de l'ensemble du secteur de la MRC du Rocher-Percé, tant au niveau des plages que des lacs. Et cette activité-là, bien, tu vas nous donner un peu de détails sur ça, à quoi elle consiste. Oui, c'est ça. En fait, le grand nettoyage des berges, c'est une activité, c'est un événement pan-canadien. Donc, si vous allez sur le site web, là, Grand nettoyage des berges, vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs activités qui se déroulent, l'activité de collecte de déchets qui se déroule un peu partout au Canada. Donc, de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve. Et l'objectif derrière tout ça? Bien, l'objectif derrière tout ça, c'est de sensibiliser les gens à la quantité de plastique ou de déchets de tout genre qu'on peut retrouver sur les rivages. Autant plages que bords de rivières, bords de cours d'eau diverses, les lacs. Puis, en même temps, c'est un événement qui nous permet de rassembler des bénévoles. Donc, la plupart des bénévoles, c'est des citoyens. Pour l'événement qui a eu lieu, le dernier événement qui a eu lieu à Chandler, c'était des citoyens là, sur une base volontaire qui se présentaient sur le site, puis qui allaient ramasser des déchets sur les 3 sites qu'on avait sélectionnés dans le Grand Chandler. Ces 3 sites-là, c'était lesquels? Bon, on avait le banc de Pabot, on avait la plage de la marina de Chandler jusqu'au Nouveau Quai, ainsi que la plage du Chenay et quelques plages à Pas-Beaumille, l'autre côté de la passerelle là, piétonnière à Chandler. Ça, cet événement-là, ça permet aussi de relever des statistiques. Oui, c'est ça. En fait, on avait à peu près une quinzaine de bénévoles qui se sont pointés sur chaque site. Ça a permis de ramasser là, au-dessus de 200 kilos de déchets. On s'entend là-dedans, 200 kilos, on a quand même des déchets là, de gros volume. On a ramassé des chaises, des tables, des jambes de pneus, même des rails de chemin de fer là, pris dans la roche. Puis ça a permis aussi de créer des statistiques sur le type de matériaux ramassés. Donc on s'est rendu compte que par rapport aux années passées, les gens sont plus sensibles à la cause. En fait, les gens vont moins jeter là, devant tout le monde, des déchets de toutes sortes, durant l'été, les touristes, quoi que ce soit. Les gens sont quand même plus sensibilisés. On a une meilleure infrastructure sur place aussi. On a des poubelles, des îlots de tri. Mais ce qu'on trouve en plus grande quantité, c'est la matière plastique en petits morceaux. Donc, à première vue, des fois, la plage ou le cours d'eau peut sembler relativement propre. Mais si on se penche un peu, puis on fait le tour, on est capable de voir une quantité là, assez faramineuse de petits morceaux de plastique. Ça peut être des élastiques, ça peut être des bouchons de bouteilles de plastique, ça peut être n'importe quoi, des morceaux de jouets. En fait, on n'est plus capable d'identifier la provenance. Mais étant donné que les gens consomment de plus en plus de matière plastique, éventuellement, on en retrouve plus dans les cours d'eau.
Au niveau de l'organisation de la collecte en tant que telle, j'imagine que ça se passe une journée spécifique. Il y a une certaine sensibilisation qui est faite aux gens. Et puis, on embarque dans nos voitures et on va aux différents sites ramasser. C'est ça. Moi, j'avais remarqué que sur le site, sur le site web du Grand Nettoyage, nos 3 sites n'avaient jamais été, en fait, répertoriés pour le Grand Nettoyage des berges. Donc, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de coordonnateur en charge de ces 3 sites-là. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est sélectionner les 3 sites, les envoyer pour qu'ils soient acceptés ou surtout là, répertoriés. Puis après, les 2 partenaires qui supportent cet événement-là, c'est-à-dire la WWF, World Wildlife Foundation Canada et l'Aquarium de Vancouver, dans le fond, ils nous envoient de la documentation papier pour remettre aux bénévoles. Donc, c'est des fiches avec un listing des différents types retrouvés. Bon. Puis, chaque bénévole a une fiche, chacun a son sac, autant les matières recyclables que les matières déchets. Puis, après avoir rempli la fiche, on est capable de soumettre ça par la poste au site principal de l'événement pour qu'il puisse sortir des statistiques pour voir un petit peu l'évolution des déchets plastiques dans les océans et dans les cours d'eau. Ça permet du même coup de sensibiliser la population sur cette réalité-là, sur notre territoire. C'était la première édition? À ma connaissance, c'est la première édition. Donc, à partir de maintenant, on va être en mesure, avec les années à venir, ça va être récurrent, j'imagine? Exactement. Ce qu'on espère, c'est justement créer une récurrence pour cet événement-là, amener davantage de bénévoles à y participer, surtout les jeunes. Parce qu'on sait qu'en fait, les jeunes, c'est l'avenir. C'est l'avenir, puis c'est aussi eux, qu'en étant sensibilisés, bien, l'effet peut faire boule de neige, puis après ça, on a une communauté un petit peu plus responsable. Est-ce que c'est possible de savoir combien de gens ont participé cette année? Bien, environ, je dirais... C'était plus des adultes cette année? Oui, il y a eu quelques jeunes, là, quelques adolescents, enfants en bas âge qui venaient avec leurs parents. Étant donné qu'on est allé pas mal sur le tard, on n'a pas eu la quantité de jeunes qu'on aurait aimé. On est en début d'année scolaire, tout ça. Mais éventuellement, l'année prochaine, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment faire une publicité puis une campagne de sensibilisation dans les écoles. Mais étant donné qu'on est en territoire, rural, c'est pas en parallèle avec des villes ou des endroits où le problème environnemental est plus frappant. Oui. C'est sûr que les gens ici voient pas, sont pas confrontés, sont pas devant un mur en fait. Ils sont pas confrontés à une problématique là, tangible, concrète. Là. On est entouré de lacs, d'eau, de forêts. Fait que le problème de la pollution par le plastique, c'est pas quelque chose qu'on voit. Versus des villes, si on parle en Chine, en Inde, même à Montréal, même le Saint-Laurent. Que là, il y a un gros problème, surtout qu'il y a, si on parle du nord de l'Inde, par exemple, la densité de population est énorme. On a une collecte de déchets terriblement déficiente. On n'a pas de récupération. Donc, là, présentement, les gens sont vraiment confrontés à un problème. Puis je pense que nos actions vont être répertoriées, pas seulement en Gaspésie, mais avoir des impacts ailleurs aussi. Ça a carrément une double mission. Non seulement c'est une mission de sensibilisation et de prise de conscience, mais c'est une mission éducative aussi pour les jeunes qui peuvent, avec les années à venir, être impliqués directement dans le projet. Hein. C'est un peu dans le cadre du projet de la politique de développement durable là, qui est en place déjà au niveau de notre MRC du Rocher-Percé. Oui, en fait, ça va dans le même sens parce que le centre de tri, en fait, a été partenaire aussi de ce projet-là. La ville de Chandler également. Il y a la Céramique de Choix aussi qui nous a prêté une camionnette pour aller chercher les sacs qui étaient laissés sur le bord du chemin. Donc, le milieu embarqué. Le milieu embarqué, oui, c'est ça. Comme je dis, on a bien apprécié là, le soutien du milieu, mais ce qu'on espère, c'est qu'en le refaisant l'année prochaine, on va avoir un meilleur soutien. Puis... c'est positif aussi au niveau touristique, hein? Ça nettoie la plage. Exact. Je pense que les gens sont de plus en plus fiers de leur secteur. Ouais. Puis, c'est pas parce que ça a l'air propre qu'il faut laisser tomber. En fait, il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Mais on fait aussi un lien avec la politique du centre de tri de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles, pour démontrer aux gens que c'est important de recycler ce qui se recycle, de composter ce qui se composte, puis de jeter ce qui se jette. En fait, les 3 bacs sont quand même utilisés de mieux en mieux, mais pas encore à leur pleine efficacité.
Mais c'est très bien ce dont tu parles, dans le sens où il est tout à fait vrai. Là, tu as spécifié 3 sites bien spécifiques, mais il est vrai que lorsqu'on se promène, moi, je fais beaucoup de VTT en période estivale et je fréquente d'autres plages. Et au premier coup d'œil, on ne voit rien, mais il suffit simplement d'y porter une attention particulière. Là, on va retrouver quelques plastiques par-ci, par-là, et des choses que naturellement, ça n'a pas d'affaire là. Et c'est bien de sensibiliser la population, et d'autant plus notre jeunesse, à faire attention à ça, malgré que les jeunes sont pas mal plus écologiques qu'on l'a été, nous, auparavant. Disons que c'est pas vraiment la mode aujourd'hui de commencer à acheter ces déchets un peu partout, mais c'est venu avec l'éducation, ça. Il y a eu un cheminement, là. Donc, on continue dans ce sens-là. Bien, c'est ça, parce qu'en étant dans la commission scolaire, moi, ça me permet de me promener dans les écoles, puis on est en train d'implanter vraiment une stratégie de développement durable à même les institutions. Donc, les écoles primaires, secondaires. On a d'ailleurs déjà commencé à implanter un projet pilote à Newport, l'école primaire de Newport, dans une classe. Donc, les jeunes vont être capables de récupérer le plastique vers métal, récupérer le papier carton, et jusqu'à composter même dans la classe. Mais ça, ce projet-là, j'ai vu ça passer, moi, dans mes courriers électroniques. C'est possible. Oui, et ça a été un succès, hein? Oui, ça a été un succès. En fait, la classe a réduit à peu près à 90% ces déchets qui étaient destinés au site d'enfouissement. Comparativement au fait que cette activité-là n'aurait pas été organisée, là. En fait, oui, c'est ça. Non, mais c'est toute une statistique. Oui, en fait, c'est une statistique qui est assez frappante, puis on se rend compte que c'est pas si difficile que ça de faire changer la donne. Parce que ce que les gens oublient, c'est que lorsqu'on ramasse des petits morceaux de plastique, on va dire, morceau de plastique, c'est petit, il n'y a rien là, il n'y a pas tant de déchets que ça. C'est pas comme dans le temps que le monde garochait des machines à laver en bas du cap. Il dit que la mer allait ramasser ça. Ouais. En fait, ces particules de plastique-là, le plastique qui est jeté comme ça au gré du vent, se décompose d'année en année. En fait, un plastique normal va rester entre 400 et 500 ans dans l'eau ou dans la nature. Il ne se décomposera pas avant ça. Mais en se décomposant, il va se décomposer en fines particules qui peuvent devenir aussi petites qu'un grain de sable. Fait que c'est là que le bas blesse. C'est là que ça devient dangereux. En fait, souvent, cette petite particule de plastique-là va laisser libérer ces composés chimiques qui rentrent dans sa fabrication. Parce qu'on sait qu'une bouteille de plastique, c'est pas juste une bouteille de plastique, c'est du pétrole, c'est des composés toxiques, c'est du transport, c'est bien des choses, là. Fait qu'une fois en petites particules, il y a des chances qu'il intègre la chaîne alimentaire. Donc, on parle du bas de la chaîne et qui va se transmettre là, aux étages supérieurs de la chaîne alimentaire pour finir peut-être éventuellement dans notre assiette. Donc, il y a beaucoup de maladies. Là, les maladies actuelles qu'on répertorie souvent sont dues à une trop grande densité de composantes chimiques dans l'organisme. La décomposition du plastique dans l'océan, c'est un phénomène mondial. En fait, c'est un fléau. Okay? Si vous regardez, on appelle ça le grand dépotoir, le grand vortex de plastique qui tourbillonne dû au courant atmosphérique océanique, qui tourbillonne dans le centre du Pacifique. En fait, ce vortex de plastique-là, à vol d'oiseau, a l'air d'une île immergée, en fait. Il est aussi gros il peut être aussi gros que le Texas, que l'État du Texas, là, dans le sud des États-Unis. À première vue, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un énorme problème parce que, vu par satellite, on a carrément une île, un continent de plastique qui vient de la côte est de l'Asie et de la côte ouest de l'Amérique. Donc, avec les courants, ça amoncelle. Ce plastique-là va tuer là, environ de 100 à 200 000 mammifères marins par année, par asphyxie, par étranglement, strangulation, quoi que ce soit, des oiseaux de mer qu'on a découvert, les estomacs pleins de plastique, des baleines à bosse, des cachalots, avec plusieurs kilos de plastique dans l'estomac, ce qui finit par causer là, une inflammation, causer la mort de l'animal. Mais c'est bien triste, mais en fait, c'est qu'on finit par être victime, nous autres mêmes, de notre propre consommation de plastique à outrance. Là. Donc, il faut être conscient, puis c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'y a pas une conséquence. C'est quand même loin de la côte, ce dont on parle. Ouais. Mais c'est une réalité qui est là, qui est présente. Ouais. Puis il faut y être sensibilisé. Là. Ben, c'est ça. Parce que c'est le nombre qui fait un problème. Puis on s'entend-tu que 400-500 ans, là, avant que ça se décompose, comparativement au temps que ça prend de le recycler au bon endroit, le geste est fort... en fait, ça fait juste s'accumuler. Ça s'accumule. Puis un geste individuel souvent... et pas nécessairement vu comme dramatique en soi, mais si on répertorie là, la population mondiale, si on parle des années 50, les gens consommaient,
si on se fie à 2014, la population mondiale consomme de 7 à 10 fois plus par individu qu'en 1950. Mais on est aussi 3 fois plus de monde sur la Terre. Fait qu'en 2,2 milliards, on est rendu dépasser le 7 milliards. Fait que c'est pas... À long terme, c'est pas soutenable là, de continuer à acheter des bébelles de plastique partout faites en Chine, qui finit anyway dans la poubelle, souvent qui n'est pas recyclé, qui se retrouve dans des sites d'enfouissement comme celui de Gaspé, puis qui vient grossir les dépotoirs finalement. C'est juste ça. Quand on ne récupère pas, si on ne veut pas récupérer, ou si on ne veut pas composter, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça à don. En bon français, là, on ne se cachera pas. Là. Ça ne nous tente pas de trier. On grossit le dépotoir de Gaspé, puis c'est ce qu'on lègue aux jeunes. Et c'est prouvé à l'heure actuelle, avec des chiffres au niveau de notre MRC, que ça coûte moins cher de recycler que d'envoyer tout simplement à l'enfouissement. C'est prouvé. Heureusement, les gens, il y a un changement, on l'a senti. Exact. Je discutais avec le préfet il y a déjà 2 semaines de ça, et puis les choses vont bon train. Mais c'est quand même bon de continuer à sensibiliser les gens et d'avoir une solidarité envers cette vision-là. C'est ça, puis surtout, moi j'ai bien aimé aussi l'approche au niveau de l'école à Newport. Même on a le centre Laramie qui va débuter des comités de développement durable dans chacun de ces centres, soit Chandler et Grande-Rivière. Puis on voit vraiment qu'il y a un intérêt, pas juste écouter, mais il y a un intérêt à participer au plan de développement durable. Puis ça a un impact parce que oui, le transport vers le site d'enfouissement coûte cher. Oui. Donc plus que le bac vert est plein, plus que ça coûte cher. Exactement. Mais en même temps, il faut se dire qu'un dépotoir qui grossit, c'est un dépotoir qui contamine aussi. Hein? Fait que plus qu'il y a du stock dans le dépotoir, plus qu'à la pluie, on a beaucoup de lixivia, ce qu'on appelle, c'est le liquide qui s'écoule, le jus de déchets, qui s'écoule des dépotoirs qui ne faisaient plus grossir. Puis par ruissellement, il y a des chances de contamination des cours d'eau et des nappes aquifères à proximité. Fait que ça n'a pas d'impact. On ne peut pas dire, regarde, ça ne change rien, ça change quelque chose. On a une infrastructure de collecte super intéressante. Fait que je trouve ça intéressant que les gens commencent à se rendre compte qu'on est chanceux d'avoir un système là, qui fonctionne comme ça. Oui. Fait que y participer, bien, c'est créer de la job premièrement, mais c'est participer à un terriblement bon développement durable aussi. Là. Ouais. Alors, à nous de suivre la cause de près. On sent, de par la conversation, que tu es réellement passionné par le sujet et j'imagine que une des façons les plus concrètes de participer, d'être solidaire de la cause, eh bien, c'est de suivre de près les différents réseaux sociaux, j'imagine, où il va y avoir de l'information donnée sur les activités qui vont aller dans le sens d'une récupération adéquate et de la protection des berges et tout l'ensemble des activités qui vont aller dans le sens du projet d'une politique de développement durable. Exactement. Exactement. Donc, ce qu'on pourrait dire, M. Pierre-Luc, en terminant, ça serait qu'on pourrait peut-être se dire qu'on va garder le contact pour bien informer les gens à la maison. Oui. Si jamais il y a des développements à moyen ou court terme, on se fera un devoir de réaliser encore une fois une entrevue de sensibilisation et s'assurer que les activités atteignent leur objectif premier. Oui, mais ça va nous faire un plaisir aussi de soumettre les résultats aussi des événements. Ben oui. Oui, parce que je suis un peu curieux là, sur ce que tu as discuté avec l'école. Je n'ai pas été dans le détail par manque de temps, là, mais j'allais te poser la question, c'est quoi qu'ils ont fait concrètement, puis c'est dans quel genre de ressources où il y a eu vraiment une différence pour en arriver à 90% moins de déchets. On doit le dire, c'est une statistique qui frappe. Là. Oui, puis je pense que ça vaut le coup d'une émission là, pour voir un petit peu le processus qu'ils ont entrepris avec l'école. Ouais. Bien, disons, donnons-nous rendez-vous prochainement, puis on discutera directement de ce sujet-là. Pas de problème. Merci de votre visite. Ça fait plaisir. Le 29 novembre dernier, j'étais de passage au marché de Noël à la polyvalente de Grande-Rivière. J'ai eu le plaisir de rencontrer une auteure bien connue dans notre région, Mme Marie-Nicolas de Ferrer. Alors, je suis présentement en compagnie de Marie-Nicolas de Ferrer, qui a un tout nouveau-né en ce qui concerne l'écriture. C'est une poésie enfantine avec des rimes en on qui donne les compagnons de M. Fripon, qu'est-ce qu'ils font autour de la maison en s'amusant avec des ballons, etc. Et puis, c'est de 0 à 8 ans, je dirais. Et puis, je voudrais aussi mentionner, regardez la page ici, j'aimerais aussi mentionner que je les vends 10 $. Ils ont été conçus pour les enfants, donc petits, légers, laminés. L'enfant peut le mettre dans sa bouche sans s'empoisonner. Il n'y a pas de vernis en tant que tel. Et il y a un lexique dans le livre, dans le conte, en fait. Les enfants doivent trouver les mots en voyant l'image. Je donne un exemple. Alors ici, on dit « Et voilà, et la G, la femelle du singe, l'enfant doit trouver le mot guenon. Et s'il ne le trouve pas, le lexique est derrière.
Et si vous regardez la photo de l'auteur, vraiment, c'est ressemblant. Ce qui est particulier à l'intérieur de ce livre-là, c'est que l'ensemble des dessins ont été conceptualisés par des enfants, c'est bien ça? Absolument. Tous les dessins sont faits par des enfants. Et entre autres, Brandon Covier-Grenier, qui a supervisé tous les dessins. Il y a mes deux petites filles qui habitent Montréal. Il y a Maëlle et Joanne Deschênes qui ont fait les dessins. Et puis d'autres enfants du primaire de Grande-Rivière, mais je n'ai pas les noms malheureusement. Ça a été fait dans une classe. Et puis voilà, vous pouvez vous le procurer ici, aujourd'hui et demain. Comment vous est venue l'idée d'aller vers cette clientèle-là, la clientèle jeunesse? Mes petits-enfants. Les petits-enfants, oui, Alissa Ferrer et Jasmine Ferrer, qui nous inondent de dessins toujours. Et puis, quand j'ai vu ces dessins-là, je dis ça vaut la peine de commencer à mettre en valeur la littérature enfantine et à développer le talent de ces enfants-là. C'est incroyable comme ils sont bons. Alors, l'an prochain, si tout va bien, le Poésie enfantine tome 2 sera écrit par les enfants sous ma supervision. Comment on fait pour se procurer ce conte pour enfants? Alors, moi-même, je les diffuse. Il y a les éditions pour tous, qui est mon éditeur à Brossard, où aussi vous pouvez vous les procurer avec lui. Et sûrement la librairie Tabacado, qui a jusqu'à maintenant l'exclusivité de mes livres. Vous êtes aussi écrivaine en ce qui concerne des romans, on le sait. On voit derrière vous là, certains romans que vous avez écrits. Là, celui-là qui vient de sortir dernièrement, c'est « Libérez-moi », c'est bien ça? Oui, il est quand même sorti, ça fait près de 2 ans. Mais c'est le seul sur le marché encore disponible parce que le premier est Silomar, le deuxième, Que le diable vous emporte, même si je vous aime, ne sont plus disponibles, sauf en bibliothèque, bien évidemment. Et le troisième, il en reste à peu près une trentaine en circulation. Donc, on se dépêche si on va en avoir une édition. Exactement. À quoi on peut s'attendre à l'intérieur de Libérez-moi? Est-ce que c'est dans le même style des 2 premiers? Tous mes romans sont basés sur une histoire vraie, oui. Mais c'est sûr on dit bien à la base. Pour ce qui touche à Libérez-moi, ça parle de la disparition d'enfants. J'ai voulu recréer la vie d'un enfant disparu. J'ai voulu lui donner une vie. C'est sûr que ça n'a aucun rapport avec toutes les petites Cédrica ou Jolène de ce monde, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a été advenu. Mais moi, j'ai fait comme si elles existaient encore. Alors, j'ai créé une île imaginaire en Amérique latine, un bande de rapteurs d'enfants. J'ai fait une disparition à partir de Val d'Espoir qui transigeait par l'île Bonaventure. Mais j'ai ramené ces gens à la vie à Val d'Espoir. Et c'est aussi avec l'aide de l'invisible, en fait. On peut dire qu'on s'immerge un peu dans une expérience gaspésienne en lisant ce livre-là. Et Amérique latine, les deux. Les 2 endroits où je connais le mieux dans le monde, la Gaspésie et l'Amérique latine, où j'ai vécu longtemps. Oui, en effet. Et puis, ce sont des beaux moments de lecture. Je suis fière de ce livre-là. Là, je suis en écriture du 4e. Il est toujours en atelier. Il y a beaucoup de choses qui s'interposent entre la finale de ce 4e roman, parce qu'il y a les contes et tout ça, mais il sortira bien un jour ou l'autre. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Da Silva. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule Foot Bassan, la première capsule de la saison 2014-2015. J'ai le plaisir de recevoir en studio M. Roger Clavet, éditeur et directeur des ventes pour le Foot Bassan. Alors, bonsoir, M. Roger. Bonsoir, Mirko. Comment ça va? Ça va super bien parce qu'on est porté un peu par le succès de ce nouveau journal qui s'appelle le Foot Bassan, dont les gens ont sans doute déjà entendu parler. Puis il y en a déjà qui l'ont parcouru d'un bout à l'autre. Alors, on est heureux, c'est pour ça que ça nous donne des ailes, comme un Foot Bassan. Comme première capsule, peut-être pour les gens à la maison qui ne connaîtraient pas parfaitement le produit, peut-être résumer là, comment il est né, là, ce bébé-là, votre bébé, le Foot Bassan, dans le contexte actuel là, au niveau journalistique, sur la couverture générale de l'ensemble du territoire. On doit le dire, le Foot Bassan là, a une place particulière. Bien, je pense qu'on occupe un espace et on n'est pas en concurrence avec personne. Mais on se dit, il y a peut-être de la place, certainement de la place pour le communautaire. Et la genèse ou l'historique, comment tout ça a commencé, c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, je travaillais à la Chambre de commerce il y a 1 an,
Et on a fait un sondage tout à fait normal, un sondage en ligne pour savoir si les commerçants, les entrepreneurs appuyaient le projet de cimenterie à Port-Daniel. On connaissait un peu les résultats à 98 Le sondage a été fait en ligne par Internet, mais les réponses nous sont arrivées par fax. Alors, on était étonnés parce que j'ai pas de fax, moi. Donc, j'ai dit, comment ça se fait que ça se... Et donc, ce n'est pas un retard dans la technologie puisqu'ils ont répondu au sondage. Mais si ils ont vu le sondage en ligne puis répondent par fax, par télécopieur, ça veut donc dire que c'est les gens qui aiment consommer de l'information papier. L'idée venait de naître en moi de faire un journal. Moi, je ne savais pas qu'il y aurait 3 ou 4 journaux en Gaspésie qui allaient fermer, que tout ça allait être vendu, les journaux de Québécois ont été vendus à Transcontinental, de sorte que ce petit projet-là, dans la tête, s'est développé. Puis au moment où on lançait le journal, il y en a 3 ou 4 qui fermaient. Puis là, les gens nous ont dit, vous êtes téméraires, vous êtes courageux. Ça n'a rien à voir, c'était simplement une idée de lancer un journal qui allait être utile et servir la communauté. Parce qu'un journal, c'est comme une télé, c'est un outil de développement de la communauté. C'est pas, on ne fait pas un journal pour le plaisir d'en faire un. C'est qu'on s'est aperçu, mon fils et moi, qui est derrière aussi cette entreprise-là, qu'il y avait un marché pour parler du communautaire. Le communautaire n'a pas souvent d'argent. Communautaire est un mot important, là, hein? Très important. Puis nous, au lieu de dire communautaire, c'est un terme très large, on a dit, et c'est la suggestion de mon épouse, vous allez voir qu'elle est assez habile, au lieu d'appeler la section communautaire, on a dit « ces gens qui nous font du bien ». Et si vous prenez la définition de communautaire, c'est ça. C'est les gens qui font du bien. Et notre chronique communautaire, elle est la plus lue parce qu'on révèle des gens qui sont connus de tous et à qui on n'a jamais pris 2 minutes peut-être de dire en quoi consiste ton travail. Alors, la communauté, dans le premier numéro, Mirko, ils se sont aperçus là, que quand on parle de quelqu'un qui s'occupe des aînés, quand un autre s'occupe comme travailleur social des jeunes, d'un centre de jeunes, on voit des visages. On peut mettre un nom sur un visage en disant « Ah, enfin, je sais le travail que fait mon voisin. J'ai jamais osé lui demander, mais elle s'occupe de mon père, elle s'occupe de mon jeune. » On a donné un visage humain à l'information. Et tout de suite, je pense que les gens se sont reconnus dans le journal. On parle d'un territoire de desserte bien particulier, la MRC du Rocher-Percé, à prime abord. C'est le territoire, je pense qu'on peut le dire, ça, de Port-Daniel jusqu'à Percé et même au-delà, jusqu'à Saint-Georges, on va couvrir un territoire. On a un tirage de 10 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien pour un premier journal. Notre premier numéro d'octobre avait 20 pages. Donc les gens nous ont dit, mais comment se fait-il qu'il y a autant à dire? C'est peut-être parce qu'il y a autant qui n'a pas été dit depuis 3 ou 4 ans que le communautaire, n'ayant pas beaucoup de sous, il ne peut pas annoncer dans un journal qui parle de lui quand on donne des sous, quand on achète une publicité. Alors nous, on a dit, le communautaire, on a un parti pris, c'est gratuit pour le communautaire. Évidemment, on ne va pas annoncer un tournoi de golf et ci et ça, mais le communautaire se retrouve dans le journal. Et les commerçants se disent, mais le secteur communautaire, c'est aussi des consommateurs. C'est pas parce qu'on est aîné qu'on n'achètera pas un téléviseur ou un meuble. Donc, ce sont des consommateurs. En révélant les gens, en disant qu'ils font des choses de tous les jours, le journal offre un contenu. Et je crois qu'il y avait 3 ou 4 ans là, d'informations retenues qu'on n'avait pas livrées. Et quand on est arrivé, là, c'est comme les écluses qu'on a ouvertes, là, on n'en revenait pas, mon fils et moi, de la réponse. Et ça continue, on trouve ça incroyable. On est un peu comme vous à la télé communautaire, on ne compte pas les heures. Oui. C'est du travail, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on entre dans un commerce et dit « j'ai vendu 2-3 fois plus depuis que j'annonce là ». Et ils ne parlent même pas de chiffres. Ce n'est pas l'argent, c'est le fait qu'il est lu. Et les gens se disent « j'ai appris que tel monsieur dont vous avez parlé dans la chronique « Cancan, dira-t-on », c'est des petits potins. Oui. Bien, ce monsieur-là, je le vois tous les jours, mais je ne me suis jamais arrêté pour lui demander son nom, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et ça, on révèle ces personnages-là, puis on s'aperçoit que finalement, il y a du monde extrêmement intéressant, et nous, on les recherche, et ce sera un peu le but de la rencontre quand on fera une fois par mois cet entretien, Mirko, pour parler des choses qui s'en viennent. Tout ce qui intéresse les gens, et vous en êtes sans doute aperçu, il y a des gens qui ne savent pas l'importance qu'ils ont. Ils ont une collection personnelle dont ils n'ont jamais parlé. Des cartes, des cartons d'allumettes, n'importe quoi. Ça n'a pas l'air très signifiant. Mais quand ça fait 20 ans que vous faites une petite collection comme ça, une grande,
bien, il faut la révéler aux gens. Alors nous, on guette un peu, puis on compte un peu sur tout le monde pour nous dire, moi, je connais quelqu'un qui serait intéressant à interviewer. Et ce n'est pas toujours des chefs d'État qui sont intéressants. Hein? Dieu sait qu'il y en a qui sont ennuyants parce qu'ils répètent une cassette. Mais parlez aux gens dans la rue, allez partout. Et vous avez sans doute cette même curiosité. Moi, je l'ai à la naissance. Quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je vais vers lui. Et c'est très rare qu'on trouve des gens qui ne sont pas intéressants. Le foot bassin ne fait que rapporter ce qu'il voit en donnant la parole aux gens du milieu. Ça devient une belle tribune pour le communautaire, une tribune papier, une tribune écrite. On doit le dire, il n'y avait pas nécessairement de journaux qui s'y attardaient de façon aussi importante. Et ça devient aussi un levier pour la parole citoyenne, pour le citoyen. Absolument. Le citoyen peut prendre sa place dans ce journal-là. Oui, et si on prend aussi du point de vue commercial, une entreprise, c'est un citoyen corporatif qui crée de l'emploi. Si vous avez des concessionnaires d'auto ici qui embauchent 30, 40, 50 personnes, mais ce sont des citoyens. On n'est pas toujours obligé de parler, bon, mon spécial du mois, c'est telle voiture ou tel motoneige. Pensons au point de vue social, les entreprises ont un rôle qu'on doit révéler. Ce sont les poumons de l'économie. C'est les poumons, puis en même temps, il y a rarement une entreprise qui n'est pas bâtie sur une histoire de famille. Ça a commencé quelque part, une entreprise, une bijouterie qui existe ou un restaurant qui existe depuis 30 ans. Bien, c'est parce qu'il y a eu un père, un grand-père souvent. Et cette histoire-là s'est perdue. Allez parler au commerçant, avant même de lui parler d'argent, il est fier. Dans ses yeux, il dit, ça a commencé quelque part et tous les matins que je me lève, je continue, je chausse les chaussures de mon père ou de ma mère. Et le journal ne fait que révéler une histoire familiale qu'on a perdue, peut-être en cours de route. En passant, M. Roger, le projet du foot bassin, c'est un projet père-fils. Il y a un peu de Absolument. famille là-dedans. Hein? Il y a On en beaucoup. discutait souvent quand on se rencontrait. C'est un projet que vous aviez en tête. Là. Ça fait pas 2 semaines que c'est en tête. Là. Vous me parlez là, d'avoir voyagé, parce que vous êtes un homme quand même qui a voyagé pas mal à travers le monde. Et puis vous vous disiez peut-être un jour, j'aurais peut-être le projet d'arriver dans une communauté et d'y aller avec ce genre de projet-là. Un peu mission accomplie, là. Ben, je pense que oui, pour le fils et ma femme qui nous appuie de façon extraordinaire pour la coordination. Le rêve dont vous parlez, Mirko, c'est que tout jeune, peut-être à 19-20 ans, j'avais choisi le métier de journaliste. Mais je faisais une espèce de fantasme en disant, un jour, j'arriverai peut-être à 60 ans dans une communauté. Dans mon rêve, c'était aux États-Unis, la côte atlantique, un petit village perdu où les gens, une petite ville qui... Le rédacteur en chef vient de mourir ou vient de partir, puis le journal va fermer si personne ne s'en occupe. Alors, dans mon rêve, je me voyais arriver dans une région, puis de dire, bon, j'ai été journaliste, je ne veux plus en faire trop, j'ai passé... Et là, les gens le réclament. Il ne faut pas laisser mourir le journal de la côte atlantique. Je voyais ça comme ça. Mais j'ai oublié mon rêve. J'ai fait ma carrière de journaliste, 35 ans. J'ai fait aussi de la politique. J'ai travaillé en Chine, en Afrique. Le tour était complet. Je suis revenu en Gaspésie il y a 4 ans. Je suis tombé en amour avec la Gaspésie, particulièrement Grande-Rivière. J'ai travaillé à l'École des pêches. Je me suis imprégné comme si j'avais vécu ici. J'ai écrit l'histoire d'une pièce de théâtre du 150e de la ville. Donc, ce projet-là, je m'étais juste trompé d'un endroit. C'est pas aux États-Unis que je suis en train de le réaliser. C'est ici, dans les MRC du Rocher-Percé, avec un journal qui n'existait pas. Il n'y a même pas 2 mois, c'était un projet. Et là, il est incarné, c'est du papier, c'est un journal qu'on voit dans son casier postal et qu'on peut lire, et il est presque personnalisé parce que chacun y retrouve un peu de soi. Donc, on est très fiers, comme famille, de dire, un projet, on parle de gens qui quittent, mais nous, dans un territoire comme le nôtre, on voit des entreprises apparaître. On met l'accent sur le positif. Les gens nous disent, vous êtes positif, bien, c'est pas en disant, tous ceux qui partent, qu'on va construire notre région. C'est de dire, il y en a qui arrivent, on mise sur eux et on en fait partie. Monsieur Clavet, parlons-en. Là. La prochaine édition du foot de bassin, là, on parle vraiment là, de plusieurs sujets intéressants qui ont été regroupés encore une fois. 2e édition, le train est parti. Maintenant, vous avez disons, attraper une vitesse de croisière, disons-le comme ça. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce qu'il y a à venir? Parce que là, les gens à la maison, je pense qu'on leur a donné un peu le goût, là, la curiosité du moins, d'aller voir le produit et puis d'en prendre connaissance et de prendre la peine de le lire. Donc, parlez-nous de ce qui s'en vient. On va se garder une petite réserve parce que... Ça va être un peu la formule de la capsule. Absolument. On va vous mettre en appétit en vous disant qu'on a une grande nouvelle en une, que je ne vous dirai pas, mais qui va
est sur une note extrêmement positive qui pourrait signifier pour les gens de la MRC une grande différence dans la qualité de vie. Alors, j'en dis pas plus, mais notre une, c'est déjà béton, c'est une exclusivité. On vous prendrait la peine parce qu'à Noël, c'est le temps aussi d'être joyeux, puis de commencer, de terminer l'année sur une note positive, puis d'annoncer l'autre. Donc, en une, on a quelque chose qui va être profitable à toute la communauté dont nous aurons la primeur. Il y aura évidemment un cahier spécial sur Noël parce qu'on arrive à Noël. Il y a deux aspects à Noël. Il y a l'aspect commercial que certains déplorent, mais il reste que si on veut se faire plaisir, si on veut encourager l'économie locale, bien, on achète local. Donc, il y a des marchands qui vont annoncer dans le journal du 12 décembre des entreprises et le 22 décembre, on se risque à une deuxième édition. C'est pas mal pour un journal à sa troisième parution. On fait 2 numéros et celui-là, ce sera les vœux, les souhaits, une commission scolaire, une institution qui dit on veut remercier notre clientèle, les gens qui nous suivent toute l'année. Donc, le 12 décembre, un contenu d'information générale avec des commerces qui annoncent autour du communautaire toujours. Et le 22 décembre, un journal où là, enfin, on peut souhaiter aux gens bonne année, merci de nous avoir encouragés, puis on souhaite, et on commence déjà ce partenariat avec la télévision de Grande-Rivière, télévision communautaire. On est très heureux d'associer notre nom au vôtre parce qu'on travaille dans le même domaine, l'appui à la communauté. Et je pense qu'on va pouvoir mesurer nos résultats très bientôt, mais on remercie de la confiance que la télévision communautaire fait dans ce journal naissant, le Foot Bassan. Et puis, les gens nous posent des questions aussi sur le nom. Pourquoi le Foot Bassan? Ça, c'est vrai. On n'a pas touché cet aspect-là. Ben, je peux vous dire que le Foot Bassan, d'abord, il faut être fou pour lancer un journal en 2014 parce que tous les journaux ferment. On a peut-être cet attribut-là, mon fils et moi et ma femme, d'être un peu fou. Mais fou, pas bête, parce que le Foot Bassan, quand il plonge dans l'eau pour aller chercher sa subsistance, il a décidé qu'il n'allait pas plonger seul. Il plonge à plusieurs parce qu'il se dit que c'est à plusieurs qu'on peut s'en sortir. L'union fait la force. Le Foot Bassan, c'est le symbole de ce que doit être la Gaspésie, c'est-à-dire pêcher ensemble, tous ensemble, par-delà les esprits de village et mentalités. Ça n'existe plus, ça existait avant. On doit dépasser, c'est dans mon intérêt, c'est ma paroisse, c'est ma... Non. Quand on lit le journal de Foot Bassan ou quand on y adhère, quand on annonce, c'est parce qu'on participe à un mouvement local qui s'étend sur toute la MRC. Et si chacun faisait ça en Gaspésie, si chacun faisait ça dans le reste du Québec, bien, je pense qu'on aurait des résultats, s'encourager les uns les autres sur nos réussites et pas nos faiblesses. Puis vous savez qu'il y a des journaux qui se sont amusés à nous salir dernièrement la Gaspésie. Bien, nous, on a annoncé nos couleurs en disant, quand un journal nous traite de la poubelle de l'Amérique, on ne l'accepte pas. Et c'est les gens dans les épiceries qui nous ont dit, Monsieur Clavette, faites en sorte qu'on ait la tête haute. On est fiers de vivre en Gaspésie et ce journal-là va refléter ça. Quand on parle de la cimenterie, quand on parle de l'abbé Serge, qui fait un travail colossal, on a des portraits d'individus là-dedans avec qui on dit on passe une journée dans la vie d'eux. Donc, dans le numéro de décembre, il y aura encore une journée dans la vie d'eux. Je ne peux pas vous dire qui, parce que la surprise, c'est toujours ça. Mais on a l'embarras du choix devant l'abondance, de la qualité des gens qui sont ici dans le secteur. Donc, l'ensemble de nos téléspectateurs à la maison, je pense que s'ils veulent avoir un journal où ils vont découvrir leur propre communauté, eh bien, le Foot Bassan va être l'outil idéal pour s'imprégner de la communauté locale et en apprendre sur des gens de chez nous. On pourrait peut-être conclure en disant que la beauté de la chose, c'est que cette capsule-là va être réalisée une fois par mois. Et puis, on va se rencontrer à peu près vers le milieu du mois, si je comprends bien. Oui, c'est ce qu'on va faire, à moins qu'il y ait des changements dans la programmation, parce qu'il n'est pas interdit de penser qu'un jour, le Foot Bassan va passer à 2 numéros, peut-être par mois, on ne sait pas. D'accord. Déjà, la preuve, à Noël, on en fait 2. C'est très, très bref. Mais rappelons que le journal est gratuit. Oui. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Mais il ne vit d'aucune subvention. Il ne vit que de la publicité et de l'appui que lui donne la communauté. Encore une fois, je pense que acheter un journal local, c'est investir dans son économie locale. C'est la meilleure façon. C'est plus que la politique, c'est direct. Et on voit les retombées de tout ça. Eh bien, pour la télévision communautaire de Grande-Rivière, c'est aussi une fierté de s'associer au Foot Bassan et ce sera un grand plaisir de collaborer à la réalisation de ces capsules-là de façon mensuelle avec vous, M. Roger. Merci infiniment. Mon fils, mon épouse et moi-même, nous vous saluons et vous remercions de cette belle collaboration. À la prochaine rencontre. À très bientôt.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, cette semaine, le corps humain, c'est bien ça? Effectivement, on parle du corps humain, puis avant de débuter, la dernière émission, je ne sais pas si les gens ont porté attention, mais on se demandait, la fameuse voiture qui était en train de tomber dans le gratte-ciel, c'était quoi? Oui. Donc, j'ai fait des recherches. Bon. Et c'est une compagnie d'assurance automobile. Ah bon? Donc, le principe, la voiture est en train de tomber d'un gratte-ciel. Donc, être bien assuré, prévenir l'accident. Tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Être moins stressé de la voir tomber. Hein? Tu t'es demandé c'était quoi? J'ai dit, bon, je vais... ben merci. Hein? Beau mystère suivi. Résolu. Oui, mystère résolu. Donc, on commence avec le corps humain. C'est quelques faits que je trouve intéressants sur le corps humain. On débute avec le sommeil. Donc, le record de sommeil sans dormir est de 11 jours. C'est Randy Gardner, on le voit à l'écran, en 1964. Et 11 jours sans dormir, c'est quelque chose. Et on a fait des études, évidemment, on faisait des tests. Et il a fini par souffrir d'hallucinations, de paranoïa, troubles de mémoire, problèmes de parole. Donc, c'est pas sans conséquence de se priver de dormir, hein? Non, et ça a été fait de façon... lui, il était vraiment vérifié. Donc, je ne vous conseille pas d'essayer de faire un record. De faire ça seul. C'est très dangereux pour la santé, évidemment. Bon. Un autre fait sur le sommeil, idéalement, on devrait dormir entre 7,5 et 8,5 heures par nuit. On entend souvent des gens qui disent « Ah, ben moi, je dors 3 heures, 4 heures, puis j'ai pas de problème. » On a fait beaucoup d'études et dans les faits, il n'y a pas de gens qui ont juste besoin de 3 heures de sommeil. C'est que certaines personnes peuvent se conditionner à dormir que 5 heures, mais ils vont être beaucoup moins performants autant dans leur vie personnelle qu'au travail. Donc, c'est prouvé que le 7,5 à 8,5 est un idéal? C'est un idéal, donc de dormir 3 heures, le corps humain, je veux dire, on est quand même fait de façon assez similaire. Ça ne serait pas logique que certains corps humains ont besoin de 3 heures et d'autres 9 heures. Donc, ceux qui dorment moins que ça ne performent pas à leur pleine capacité. Et hypothèquent carrément leur qualité de vie tant qu'à moi. Là. Ça augmente de beaucoup les risques de beaucoup de problèmes de santé, ACV, etc. Donc, c'est pas négligé. Bon, voilà quelque chose de réglé, là. Voilà. Hein, parce qu'on l'entend souvent. Moi, je dors 4-5 heures, puis c'est amplement suffisant. Oui, non, de dire que quand on est plus vieux, on dort moins. C'est sûr que plus on vieillit, on va avoir tendance à faire plus de sommes aussi. Ouais. Le sommeil va être plus morcelé en petites parties. Un bébé va dormir beaucoup. Un adolescent a besoin de beaucoup de sommeil. Un adulte, un peu moins. Donc, ça varie au cours d'une vie, mais pas au point d'avoir besoin seulement de 3 heures de sommeil. Là. D'accord. On continue dans le même domaine. De perdre 2 heures de sommeil, c'est l'équivalent d'un taux d'alcoolémie de 0,05 dans les facultés, si on veut. Là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une des principales causes d'accidents de la route, c'est le manque de sommeil. Parce que les gens, c'est un peu comme s'ils avaient bu. Et comme lorsqu'on boit, on n'a pas conscience. On se dit « Ah non, je suis correct, mais on réagit moins vite, ça a vraiment un effet. » là. Donc, on parle seulement de 2 heures de sommeil de moins, ce qui arrive régulièrement à pratiquement tout le monde. On a moins de temps de dormir, donc le lendemain, on est comme si on avait bu. Et peut-être un petit conseil en passant, là, lorsqu'on est fatigué au volant, on se stationne et ne pas hésiter à se louer une chambre d'hôtel. Exactement. Parce que combattre ce sommeil-là, j'ai déjà essayé, puis c'est dangereux, puis c'est pratiquement impossible. Ah, je connais beaucoup de gens qui ont pris le clos en bon français. Bon. Parce que tu le sens pas venir, tu fermes les yeux, puis c'est fini. Pour toi, ça a duré une seconde, mais c'est ça. Ça faisait un petit bout que tu roulais les yeux fermés. C'est ça. Donc, rangez-vous sur le côté et louez un motel. Oui, tout à fait. On continue avec des faits sur le rêve. Donc, l'être humain fait entre 4 et 7 rêves par nuit. Ça va durer 1 à 2 heures. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben moi, je rêve pas. » C'est juste que vous vous en souvenez pas. C'est spécial, hein? Oui. J'avais entendu ça, 7 à 8 rêves, là. Puis c'est vrai que moi, la majorité du temps, je ne m'en rappelle pas. Ou je m'en rappelle pendant les 5 premières minutes, puis après ça, je tombe dans le bien, en fait, on a même fait des expériences, si on veut. Si on marche 5 minutes après notre réveil, on oublie 50% de nos rêves. Si on marche 10 minutes, on a déjà oublié 90% de nos rêves. C'est spécial. Ce qui n'est pas rien. Puis, avais-tu des statistiques sur le temps que dure un rêve? Je pense que c'est une histoire de quelques secondes. Est-ce que c'est vrai? On parlait que le premier rêve, souvent, va durer une quinzaine de minutes. Bon. Donc, souvent, le premier rêve va arriver 1 heure après notre sommeil. Et ça peut être beaucoup... Les gens aussi, c'est que les rêves qu'on se souvient, c'est souvent ceux qu'on vient de faire aux petites heures de la nuit, le matin. Là.
c'est sûr qu'on va se souvenir, mais on fait entre 4 et 7 rêves par nuit, c'est quand même beaucoup. On est productif, on a tout une On est imagination. productif et il y a 12 des gens qui rêvent en noir et blanc. Ah oui? Ouais. Ah, mais ça, je ne savais pas. Et comme je l'avais déjà expliqué dans l'émission, depuis l'avènement de la télévision en couleur, les gens rêvent davantage en couleur. Moi, j'ai fait le virage HD dans mes rêves. Ah, toi, tu rêves en HD? Oui, oui. Je rêve d'être en HD à télévision communautaire, mais j'ai fait le virage dans mes rêves, c'était plus simple. C'est des rêves en haute définition, c'est quelque chose. Puis aussi, ce qui est intéressant, ben vous en êtes sûrement rendu compte, c'est que le cerveau peut inclure dans nos rêves des événements, des stimuli extérieurs. Exemple, le téléphone sonne, vous êtes en train de rêver et dans votre rêve, il y a un téléphone qui sonne ou le bruit, le cerveau peut l'interpréter d'une autre façon et ça peut être la tondeuse dans votre rêve qui a le bruit d'un téléphone. Donc, le cerveau a conscience de tout ce qui se passe autour quand même et peut l'inclure dans votre rêve. L'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que j'ignorais, c'est que nous rêvons seulement à des visages que nous avons déjà vus. Ah oui? Oui. Des fois, on fait des rêves, on se demande, ben, j'ai jamais vu, je comprends pas, j'ai rêvé à un gars, je le connais pas. C'est que dans une vie, on va voir des centaines de milliers de visages. Évidemment, on s'en souvient pas de tous, ça peut être à la télévision ou au supermarché. Et le cerveau a donc une banque d'images inépuisable, si on veut, pour faire des personnages pour nos rêves. Alors, je l'ignorais. Pour terminer sur les rêves, en Grèce et en Rome antique, les dirigeants militaires se rendaient dans les grandes batailles avec des interprètes de rêves. C'est dire à quel point on accordait une importance capitale pour les rêves, parce que des fois, on avait l'impression que si on faisait un rêve prémonitoire, qu'on se faisait attaquer par le Nord, etc., on prenait vraiment ça au sérieux. Donc, il y a des interprètes de rêves qui analysaient les rêves des dirigeants militaires ou des soldats. Puis encore aujourd'hui, là, au niveau littéraire, là, il y a plusieurs œuvres qui vont dans ce sens-là aussi, là, des livres d'interprétation de rêves, des personnes qui se disent être capables de prédire l'avenir ou de par une interprétation de nos rêves. C'est quelque chose qui est très populaire. Bien, il y a des symboles assez universels. Par exemple, l'eau qui symbolise les émotions on dirait, pour la plupart des êtres humains. Mais il y a d'autres symboles. Si vous rêvez à, je ne sais pas, moi, un chat, pour vous, ça peut avoir une signification très différente de votre voisin. Les livres de rêve peuvent aider avec les thèmes généraux, mais il faut quand même interpréter les rêves par rapport à notre vécu, notre vie personnelle. Donc, il faut faire attention de ne pas trop se faire baratiner là-dessus. Là. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec les sens. Donc, on commence avec l'odorat. Le cerveau peut conserver 50 000 odeurs différentes. Ah oui. Ça m'a vraiment impressionné. Je ne pensais pas que c'était aussi élevé. Donc, on peut retenir beaucoup, beaucoup d'odeurs. Et on continue avec le sens de la vue. On lit 25 % plus vite sur papier que sur une tablette. Ah oui? Oui, il y a des gens qui préfèrent, moi je préfère lire sur papier. J'ai l'impression que c'est plus efficace et selon les études, c'est plus efficace sur papier. On lit plus vite et on est moins distrait. Donc si vous avez étudié, petit truc, peut-être d'étudier sur une copie papier. Moi, je pensais que c'est parce que j'avais beaucoup connu le papier que c'était comme ça, mais ça a été prouvé. Oui, dans des études, là, dans les faits, c'est plus efficace une lecture papier. Avec le rétroéclairage de la tablette ou de l'ordinateur me dérange. Moi. Oui, ça demande on peut plus mettre de une concentration. atmosphère d'éclairage beaucoup plus adéquate tant qu'à moi sur papier. Ah, moi, papier, si j'ai quelque chose de très long à lire, je vais l'imprimer. Bon. C'est pas bon pour l'environnement, mais... Ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Ensuite, je continue avec le cerveau. Un être humain moyen va avoir 70 000 pensées par jour qui lui traversent l'esprit. 70 000, c'est quand même assez... On se demande pourquoi on a mal à la tête des fois. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une raison. Et il faut dire aussi que ces 70 000 pensées-là, c'est pas toutes des idées de génie non plus. Non, ça, c'est vrai de le dire. On n'utilise pas un gros pourcentage de la capacité de notre cerveau. Est-ce que tu connais On ça? dit que ça varie entre 3 et 10 %. Ça dépend des études. Donc, il y a une grosse partie de nos capacités qu'on n'utilise pas et on ne sait pas comment le faire non plus. Petite parenthèse, il y a un petit film qui est sorti les dernières semaines, Lucy. Ah, je connais pas. Et puis, j'invite les gens à aller voir ce film-là. L'histoire du film, c'est une femme qui, due à la consommation d'un produit bien spécifique, réussit à utiliser jusqu'à 100 % de son cerveau. Et on voit le résultat, selon l'interprétation du film, bien sûr,
du résultat d'une utilisation 100% de son Ah cerveau. oui. Un petit film bien avec Scarlett Johansson, Belle Demoiselle. Ah, ben, Alors, c'est beau à regarder et scénario bien fignolé. ben très bonne Je suggestion. t'invite à aller le voir. Oui, oui, Oui. certainement, ça On aura m'intéresse. les nouvelles. Oui, certainement. Bien, merci pour ces suggestions. Ensuite, toujours avec le cerveau, on peut faire des opérations à cerveau ouvert sans faire une anesthésie. La personne est totalement éveillée. J'ai vu ça, moi. Oui, c'est impressionnant, c'est que la personne n'a le cerveau n'a pas de récepteur de douleur. Donc, t'as beau te faire couper le cerveau, tu ne ressentiras rien. Moi, je me demandais, mais oui, mais il faut quand même qu'il enlève la calotte... Glaciaire? Non. La calotte glaciaire, j'avais ça dans ma tête. La calotte de la boîte crânienne. Oui. Mais à ce moment-là, on va donner quelque chose quand même pour un peu endormir la personne, des produits anesthésiants sur le cuir chevelu. On peut même endormir la personne pour cette étape-là, mais pour le reste de l'opération, la personne est éveillée et ne ressent aucune douleur. Et je crois que c'est plus facile aussi de s'assurer que l'opération est efficace. Hein? Il y a certaines opérations que c'est très important pour le chirurgien que la personne puisse dire à mesure si, exemple, toucher à telle place du cerveau, ça donne telle sensation, exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important. Là. Moi, j'ai vu ça dans Dr. Gray. Ah, voilà. Ça joue encore, d'ailleurs. Oui, ça joue encore. Je suis tombée là-dessus l'autre soir, justement. Ensuite, j'enchaîne avec les muscles. Ça m'a fait rire. On utilise 17 muscles pour sourire et 43 pour froncer les sourcils. Morale de l'histoire, c'est beaucoup moins fatigant de sourire que d'avoir l'air enragé. Ah, c'est Oui. pour ça qu'il y en a qui sont brûlés de la vie. Je pense que oui. On en connaît tous. Oui, pas besoin de donner le nom. Ensuite, toujours pour les muscles, les doigts n'ont pas de muscles. En fait, ils sont contrôlés par des tendons et c'est le genre de choses, de détails que je n'avais jamais porté attention, mais effectivement, les doigts n'ont pas de muscles. Donc, c'est seulement les tendons qui les font bouger. On enchaîne avec... Tu ne garderas plus les mains de la même manière. Voilà. Donc, on ne peut pas se muscler les mains. Là. T'auras beau Non, faire ça ben, des pendant- fois, les gens Tu ne viendras disent, pas avec des bosses sur les doigts. Là. Je vais me muscler les doigts, mais non, c'est Bon. sur risque d'essayer longtemps. C'est bon à savoir. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran, justement, les tendons. C'est les trucs rouges avec des lignes. OK. C'est les tendons qui font que les doigts bougent. J'enchaîne avec la digestion. Les sucs gastriques de l'estomac, ça peut dissoudre le métal. Donc, c'est extrêmement fort. Pourquoi l'estomac ne s'auto-digère pas? Oui. Bonne question. C'est que il y a du mucus qui est produit, qui protège l'estomac. Et ce mucus-là est produit à un rythme plus rapide que la vitesse à laquelle il disparaît. OK. Mais par contre, des gens peuvent développer des ulcères, des trucs comme ça, quand il y a des problèmes, entre autres, au niveau de la Ce qui protection de explique les l'estomac. brûlures d'estomac. Puis, Parce que c'est extrêmement fort, les sucs gastriques, là, pour dissoudre le métal. C'est quelque ben, chose. c'est impressionnant. Je n'avais jamais mangé de clou pour l'essayer, mais c'est Ben, impressionnant. j'allais justement penser ne pas manger de métal. C'était pas l'idée du... Mais les limites à recycler. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que les endoscopes, c'est des espèces de lumière. Ben, quand on dit « j'ai passé la lumière », donc on va entrer un tube, une caméra dans l'estomac Oui. ou dans d'autres orifices. Oui. Ça sert à voir l'intérieur, par exemple, de l'estomac. Et ça a été inventé en 1868. C'est un docteur allemand qui a inventé un endoscope pour voir l'estomac sur une personne vivante, mais c'était pas flexible parce qu'évidemment, à l'époque, c'était pas très évolué. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'une personne l'avale? C'est qu'ils ont fait affaire avec un avaleur de sabre, Ah, qui évidemment a une expertise dans le fait d'avaler des trucs assez... une capacité à contrôler là, le réflexe d'avaler, dans le fond. Voilà, donc c'est un avaleur de sable qui a avalé l'instrument qui mesurait 18,5 pouces de longueur et un demi-pouce de largeur, ce qui est quand même assez gros. Ça, Donc, ça devait être toute une aventure. Puis j'imagine que c'était probablement quelque chose de totalement à la verticale. c'est quelque chose parce que même aujourd'hui, bon, c'est pas une expérience la plus fun à passer. Donc c'est un examen que j'anticipe et j'essaie d'éloigner le plus possible. C'est ça, je l'ai passé et... Ah oui? Ouais, je Bon, l'ai passé. Tu parles en connaissance de cause. Et c'est pas si pire, mais c'est pas super agréable. Donc, j'ose pas imaginer à l'époque ce que ça devait être. Ben oui. Mais Ensuite, efficace comme examen, par contre. Hein? c'est très efficace et c'est quand même moins pire que ce que j'en avais entendu parler. Et J'imaginais ça ça épouvantable. sauve des vies.
et ça sauve des vies. Donc, ne surtout pas hésiter à le faire. Et on peut même donner des petits médicaments pour Oui, des calmer médicaments les nerfs. pour calmer, puis même semi-anesthésie que j'ai entendu parler. C'est ça, et c'est très rapide. Et j'en ai passé quelques fois et c'est moins pire qu'on pense. Bon, tu m'encourages un peu. Oui, oui, oui. Maintenant, je continue avec les femmes enceintes. Ça peut arriver qu'elles ont des dommages aux organes. Et on a découvert que dans ce cas-là, le fœtus envoie des cellules pour réparer les organes. Ah oui? Ouais. C'est quand même incroyable qu'il réussit à réparer la mère qui le porte. Donc la nature est forte. Hein? La nature est bien faite, donc ça m'a beaucoup impressionné. Ensuite, on parle des os. Les os seraient 4 fois plus forts que le béton. Et particulièrement là, ceux du fémur, qui est très dur à fracturer. Donc, quelqu'un qui se fracture le fémur, c'est vraiment un gros coup. C'est un casse-cou. On pourrait dire que c'est un casse-cou. Oui, on en a des comme ça dans notre équipe. On en connaît. Ouais, on en connaît tous un. Ensuite, j'enchaîne avec des faits totalement inutiles à savoir, mais que ça peut être intéressant dans une conversation. Il faudrait se faire piquer par 1,2 million de moustiques en même temps pour se faire vider de son sang. Bon. Puis là, l'image à l'écran m'a vraiment fait rire. Là. C'est comme une espèce de blague en anglais. Est-ce que le moustique de gauche dit à celui de droite « Retire-toi, tu viens de frapper une artère. » Bon. Donc, la congestion n'est pas toujours interprétée de la même façon selon la personne qui l'utilise. Donc, c'est ça. Il faudrait quand même faire piquer par beaucoup de moustiques pour se faire vider de son sang. 1,2 million, j'aimerais pas vivre l'expérience. Là. Non, je pense que... Surtout s'ils piquent tout en même temps. Là. Ouais, c'est... Puis ça doit piquer après. Tu n'es plus là pour t'en rendre compte. Ouais, tant qu'à ça, tu as raison. Ensuite, le corps humain, toujours dans les faits inutiles, le corps humain contient assez de fer pour faire un clou. Donc, ouais. Et il contient assez de carbone pour faire 9000 crayons de plomb. Donc, il y a des gens qui se mettent là pour calculer ce genre de choses-là. C'est dans une soirée là, autour d'une tasse de thé. Là. Ça rend intéressant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le genre de choses que tu peux mettre dans une conversation, puis... Ça fait comprendre certains films aussi qui font référence à ce genre de choses-là. Je pense à X-Men, là. Il a réussi à s'échapper en faisant manger du fer au... Oui. Oui, tu te rappelles? Non, j'ai pas écouté le film. Ah non? Un autre film à aller voir. Bien, décidément. Un autre film à aller voir. Je vais avoir plusieurs films à écouter cette semaine. Oui, les X-Men, il y en a plusieurs en plus. Oui, hein, c'est... Ouais. Ben, c'est des super-héros. Il faut aimer le genre. Ben, je vais écouter ça, je vais te donner mes impressions. C'est pas genre traditionnel, là. Non, c'est... Pour rester dans le fil. genre super-héros. Ensuite, je termine avec un fait intéressant. Nous sommes les seuls mammifères à ne pouvoir avaler et respirer en même temps. Pourquoi? C'est que les voies respiratoires et le larynx se croisent chez l'adulte. C'est important de mentionner. Chez le bébé, c'est autre chose. Par exemple, à gauche, on voit un chimpanzé, c'est autre chose aussi. Ah bon? Ça explique aussi pourquoi les animaux ne parlent pas. Ah oui? Et pourquoi les bébés ne parlent pas. Oui, c'est que les bébés, jusqu'à 9 mois, ils sont capables de respirer et de boire, de se nourrir en même temps. Il n'y a pas de problème. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que le larynx descend. Parce qu'au début, les bébés, le larynx est situé assez élevé, comme le chimpanzé qu'on voit à gauche. Tandis que chez l'adulte, l'être humain adulte, le larynx est situé plus bas. En étant situé plus bas, il croise les voies respiratoires et évidemment, on ne peut pas respirer et manger en même temps parce qu'on s'étoufferait. Donc, c'est la raison pour laquelle. Et puisque le larynx est situé haut chez un bébé, il n'y a pas assez d'espace non plus pour avoir une caisse de résonance. Il n'y a pas assez d'espace dans le pharynx, au niveau du larynx. Aussi, la langue n'a pas assez d'espace pour bien articuler des mots. C'est pour ça qu'un bébé ne peut pas parler. Ah, ben, je ne savais vraiment mais pas moi ça. non plus, ça m'a beaucoup surprise. Donc, le bébé peut manger et respirer en même temps, mais par contre, il ne peut pas parler. C'est pour ça que les animaux ne peuvent pas parler non plus. Ils peuvent émettre des sons, mais ils ne peuvent pas vraiment parler. Le bébé, à partir de 6 mois, le larynx va commencer à descendre. Et c'est là qu'on va entendre les premiers gazouillis vraiment de bébé. Ah bon? C'est que le larynx commence à descendre. Il va y avoir plus de place de résonance au niveau du pharynx pour vraiment parler.
Et pourquoi c'est comme ça? C'est évolutif, c'est que au début, les animaux, évidemment, le larynx est situé plus élevé, on ne peut pas parler, mais l'être humain, lorsqu'il s'est mis à marcher, la bipédie, donc on est passé de 4 pattes à marcher sur 2 pattes. Donc, c'est à ce moment-là que le larynx s'est mis tranquillement à descendre et qui a permis de parler, ouais. Donc, j'ignorais totalement ça et ça explique vraiment pourquoi les bébés et les animaux ne parlent pas. Donc, si je comprends bien, les animaux qui parlent, c'est dans Walt Disney, ça? Oui, j'ai pas encore vu de chien qui parle ou... OK, moi non plus. Je voulais juste être certain. C'est pas supposé. Donc, ça conclut la capsule divertissement. Oui. Encore une fois, très divertissante et j'ai appris beaucoup. Ben, tant mieux. C'est assez spécial, surtout le dernier item. Oui, ça m'a surpris aussi. Assez surpris, moi aussi. Beauté de la chose, ça revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Au plaisir de se voir la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images du marché de Noël qui se déroulait à la Polyvalente de Grande-Rivière du 28 au 30 novembre dernier. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.